cette volonté russe d'avoir un ancrage à la fois, bien sûr, en Asie, eurasiatique, mais aussi vraiment du côté européen, c'est assez inévitable de créer cette zone d'influence. Donc, est-ce qu'on ne devait pas s'y attendre? Est-ce qu'on n'a pas été naïf, finalement, à l'égard de Poutine? On a été naïf et on a sous-estimé, en fait, peut-être la nostalgie de l'ancien empire soviétique, qui est au cœur, en fait, qui est au cœur de la pensée de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, on en avait déjà parlé ensemble, mais il avait absolument tout dit lors d'un discours sur la sécurité de Munich. Vous m'en aviez parlé, exactement. Et en fait, il a la nostalgie de cet ancien empire. Et en fait, ces menaces-là et cette nostalgie, elles se matérialisent aussi dans deux régions qu'il faut aussi avoir en tête aujourd'hui quand on est en France et qu'on s'englue dans la crise politique, c'est que le monde ne nous attend pas, il se passe des choses ailleurs. Et vous avez ces tensions russes et américaines qui se passent aussi en ce moment en Arctique et en Baltique. Ce qui se passe en Baltique, c'est très très loin d'être neutre. Vous avez une doctrine qui est en train de monter, une doctrine russe qui a été remarquée par la revue géopolitique Le Grand Continent dans une revue officielle russe liée au ministère des Affaires étrangères et qui laisse entrevoir ce que prépare Moscou. En un, Moscou présente la Baltique comme une zone grise où tout est permis. En deux, Moscou revisite l'histoire pour raconter que l'OTAN et les pays nordiques sont en train d'encercler un peu plus la Russie dans cette région qui est hyper importante pour la Russie parce que vous avez Saint-Pétersbourg qui est quand même c'est l'entonnoir stratégique par lequel la Russie peut écouler ses marchandises et son énergie et qui donne sur la Baltique. Et en trois, la Russie qui serait victime d'un complot occidental. Et cette doctrine en ce moment en cours, elle vise à préparer les esprits à un potentiel futur conflit. Et là, on parle de cette zone où vous avez de plus en plus de drones russes qui viennent provoquer de plus en plus à l'ouest de l'Europe. Vous avez des chasseurs russes qui viennent frôler la Pologne. Et c'est une véritable poudrière. Le jour où l'OTAN décide d'abattre un avion russe dans cette région, ça peut être vraiment un choc géopolitique majeur. On le voyait précédemment à l'écran, vous aviez la mention de Kaliningrad, qui est cette fameuse enclave russe qui est héritée finalement, voilà, tout à fait de la chute de l'Empire soviétique. Depuis à peu près, je crois, ça doit dater finalement de 2014, lorsqu'il y a eu l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on voyait très nettement que beaucoup de spécialistes mettaient en avant cette enclave comme une zone potentielle de nouvelle rigidité ou en tout cas même éventuellement de conflit, parce que vous avez, je crois, un corridor qui mène entre la Biélorussie et Kaliningrad, et effectivement, ce corridor aujourd'hui, un peu des fameuses zones grises, comme vous avez pu évoquer pour la mer Baltique, est-ce que c'est aussi un des scénarios mis en avant par beaucoup de spécialistes encore aujourd'hui? Ça l'était il y a quelques années de cela, mais encore aujourd'hui, c'est un scénario d'avoir des tensions au niveau de ce corridor et de Kaliningrad? Oui, parce qu'en fait, Kaliningrad, c'est vraiment... il y a un bout de Russie qui est en Europe aujourd'hui, c'est Kaliningrad. Mal placé en plus pour eux. Qui est contre la Pologne, la Lituanie. Et donc, vous avez sur ce bout de Russie, de cette enclave, où vivent, je crois, pas loin il y a plus d'1 million de Russes qui vivent sur cette enclave. Et c'est une enclave extrêmement militarisée. Vous avez à Kaliningrad en ce moment des centaines de missiles capables de porter des ogives nucléaires. Voilà. Et ça, c'est sur le sol européen et c'est russe.